Sophie raccrocha le téléphone. Le cœur en miettes. En apprenant que Camille, l'amour de sa vie, venait d'annoncer ses fiançailles avec un homme issu d'une famille influente. Ce qui devait être une simple soirée romantique se transforma en un tourbillon de trahison, la laissant seule dans leur appartement parisien, entourée des souvenirs qui maintenant la poignardaient comme des lames. Comment avait-elle pu ignorer les signes? Ses absences prolongées, ses appels secrets, pour se retrouver piégée dans un mensonge qui la brisait irrémédiablement? Sophie marchait d'un pas rapide le long de la Seine, le vent automnal fouettant ses cheveux châtains. À 25 ans, elle était une artiste peintre indépendante, vivant de ses toiles exposées dans de petites galeries du Marais. Sa vie avait toujours été un mélange de liberté et de chaos créatif, loin des conventions qui étouffaient tant de gens. Ce soir-là, elle se rendait à un vernissage où elle espérait vendre quelques œuvres. Mais son esprit vagabondait vers Camille, qu'elle avait rencontrée 6 mois plus tôt lors d'une soirée littéraire. Camille, 28 ans, était avocate dans un cabinet prestigieux de la place Vendôme. Issue d'une famille bourgeoise conservatrice de la banlieue ouest de Paris, elle incarnait l'élégance et la réussite. Ses parents, un père magistrat à la retraite et une mère impliquée dans des œuvres caritatives catholiques, avaient tracé pour elle un chemin tout droit, études brillantes, carrière exemplaire, et un mariage qui consoliderait leur statut social. Camille avait toujours excellé à jouer le rôle attendu. Mais au fond d'elle, un vide grandissait. Leur rencontre avait été électrique. Sophie, avec son franc-parler et son énergie contagieuse, avait approché Camille lors d'une discussion sur la littérature féministe. « Vous semblez si sérieuse. Comme si le monde pesait sur vos épaules, » avait dit Sophie en souriant. Camille, intriguée, avait ri pour la première fois depuis des mois. Elles avaient échangé des numéros. Et bientôt, des cafés s'étaient transformés en dîners, puis en nuits partagées dans l'appartement de Sophie, rue des Francs-Bourgeois. Au début, tout était passion et découverte. Sophie introduisait Camille dans son monde bohème, expositions underground, concerts improvisés dans des bars de Belleville, discussions interminables sur l'identité et la liberté. Camille, de son côté, offrait à Sophie une stabilité qu'elle n'avait jamais connue, avec des week-ends à Deauville ou des dîners dans des restaurants étoilés. Mais rapidement, les fissures apparurent. Camille refusait systématiquement d'inviter Sophie chez ses parents, prétextant des emplois du temps chargés. « Ils sont vieux jeux. Tu sais, » disait-elle en évitant le regard de Sophie. Sophie, amoureuse pour la première fois de manière si profonde, balayait ses doutes. Elle se convainquait que l'amour triompherait. Mais les appels de la mère de Camille se multipliaient. « Quand vas-tu nous présenter un gentil garçon? À ton âge? Il est temps de penser à l'avenir. » Camille raccrochait, le visage pâle, et se blottissait contre Sophie, murmurant « Je t'aime. C'est tout ce qui compte. » Un soir, après une dispute mineure sur l'avenir, Camille avoua une partie de la vérité. « Mes parents ne comprendraient pas. Pour eux, l'homosexualité est un péché, une phase. Si je leur disais pour nous, ils me renieraient. » Sophie, blessée, répondit « Et moi? Je suis quoi pour toi? Une parenthèse? » Camille pleura, jurant que non, qu'elle trouverait une solution. Elles firent l'amour ce soir-là avec une intensité désespérée, comme si chaque caresse pouvait effacer les ombres.
Mais les pressions s'intensifiaient. Au travail, Camille entendait des collègues murmurer sur les choix de vie des uns et des autres. Une associée Open League avait été écartée d'une promotion, sous prétexte de manque de conformité à l'image du cabinet. Camille se sentait piégée, oscillant entre son amour pour Sophie et la peur de perdre tout ce pour quoi elle avait travaillé. Sophie, de son côté, affrontait ses propres démons. Orpheline depuis l'adolescence, elle avait appris à se débrouiller seule, mais l'amour la rendait vulnérable. Elle peignait frénétiquement, des toiles sombres reflétant ses tourments intérieurs. Une amie, Marie, l'a mis en garde, Camille est d'un autre monde. Elle te brisera le cœur pour plaire à sa famille. Sophie haussa les épaules. Mais au fond, le doute s'insinuait. Puis vint le premier choc majeur. Lors d'une fête chez des amis communs, un invité ivre lâcha, « Camille, tes parents doivent être fiers de toi et de ton fiancé potentiel. Ce fils de député. » Sophie blêmit. Camille, paniquée, la tira à l'écart. « C'est rien. Juste des rumeurs. Ma mère essaie de me caser avec Alexandre, un ami d'enfance. » Sophie explosa. « Et tu ne m'en as pas parlé? Qu'est-ce que je suis pour toi? » Camille jura que c'était du passé, qu'elle l'aimait elle seule. Elles se réconcilièrent, mais une graine de méfiance était plantée. Les semaines suivantes, Camille annula plusieurs rendez-vous, prétextant des dossiers urgents. Sophie, suspicieuse, fouilla discrètement son téléphone un soir où Camille dormait. Elle trouva des messages d'Alexandre, « Tes parents insistent pour qu'on officialise. Qu'en penses-tu? » La réponse de Camille, « Je ne sais pas. » C'est compliqué. Le monde de Sophie s'effondra. Elle confronta Camille le lendemain matin. « Explique-toi, » hurla Sophie, les larmes aux yeux. Camille, acculée, avoua, « Je t'aime. Mais je ne peux pas tout perdre. Ma famille. Ma carrière. Si je sors du placard, c'est la fin. » Sophie, dévastée, répliqua, « Et moi? Je suis sacrifiable. » Camille pleura, « Non. Mais je dois choisir. » Ce jour-là, elles se séparèrent temporairement, Sophie partant chez une amie pour réfléchir. Mais l'amour est tenace. Camille appela, supplia, promit de changer. Sophie, croyant en sa sincérité, revint. Elles décidèrent de vivre leur relation en secret, en attendant que Camille trouve le courage. C'était une erreur. La tension montait, chaque mensonge pesant plus lourd. Un mois plus tard, lors d'un dîner familial chez Camille sans Sophie, bien sûr, sa mère annonça triomphalement, « Alexandre a demandé ta main. C'est parfait pour notre famille. » Camille, sous le choc, ne démentit pas immédiatement. Elle envoya un message à Sophie, « Je gère ça. » Mais Sophie, sentant le vent tourner, insista pour une rencontre. Elles se virent dans un café discret. Camille, les yeux rougis, dit, « Je vais accepter les fiançailles. Juste pour calmer mes parents. Ça ne change rien entre nous. » Sophie, outrée, cria, « Tu te moques de moi? C'est de la trahison. » Camille argumenta, « C'est une façade. Je t'aime. Toi. » Mais Sophie vit clair, c'était une lâcheté profonde.
La dispute escalada. Sophie partit en claquant la porte, jurant de ne plus revenir. Camille, seule, se confronta à son miroir. Qui était-elle vraiment? Une femme libre ou une prisonnière des attentes sociales? Sophie erra dans les rues de Paris, le cœur en lambeaux. Elle se réfugia dans son atelier, peignant des toiles furieuses, des explosions de couleurs sombres symbolisant sa douleur. Ses amis l'entouraient, mais rien n'apaisait la trahison. Elle t'utilisait pour explorer, mais retourne à sa vie sûre, dit Marie. Sophie hocha la tête, mais l'amour persistait. Un poison doux. Camille, de son côté, naviguait dans un océan de culpabilité. Les préparatifs des fiançailles avançaient. Sa famille rayonnante. Alexandre, gentil mais fade, représentait la sécurité. Pourtant, chaque nuit, elle pensait à Sophie, à leur rire, à leurs rêves partagés. Elle tenta de la contacter, mais Sophie bloqua son numéro. Puis, un événement inattendu, une cliente lesbienne au cabinet raconta son coming-out difficile, mais libérateur. J'ai perdu des amis, mais gagné ma vie, dit-elle. Camille, touchée, remit en question ses choix. Était-ce moral de mentir à tous, y compris à elle-même? Elle décida de confronter ses parents. Lors d'un déjeuner dominical, elle lâcha: je n'épouserai pas Alexandre. Je suis gay. Le silence fut assourdissant. Son père explosa: c'est une phase. Tu nous déshonores. Sa mère pleura: pense à l'Église, à notre réputation. Camille tint bon: c'est ma vie. Ils la mirent à la porte, menaçant de la déshériter. Seule, Camille se tourna vers Sophie. Elle se présenta à son atelier, les yeux implorants. J'ai tout dit. J'ai perdu ma famille, mais je te choisis. Toi, Sophie. Méfiante, demanda: pourquoi maintenant? Camille répondit: parce que sans toi, je ne suis rien. Elles se réconcilièrent prudemment. Mais les dommages étaient faits. Sophie luttait avec la confiance brisée, Camille avec le rejet familial. Leur relation devint un champ de mine, chaque dispute ravivant les blessures passées. Sophie commença à douter: était-ce de l'amour ou de la dépendance? Camille, isolée, sombra dans la dépression, regrettant parfois ses choix. La société autour d'elle n'aidait pas: regards désapprobateurs dans la rue, commentaires homophobes au travail. Un jour, Sophie reçut une offre pour exposer à Berlin. C'est une chance pour recommencer, dit-elle à Camille. Celle-ci, effrayée, répondit: et nous? Sophie: nous? Tu m'as trahi une fois. Comment savoir? Camille pleura: j'ai payé le prix. Mais Sophie partit, laissant Camille seule avec ses regrets. À Berlin, Sophie fleurit artistiquement. Mais le vide persistait. Elle rencontra d'autres femmes, mais aucune comme Camille. De retour à Paris après 3 mois, elle la contacta. Camille avait changé, elle militait pour les droits LGBT. Avait quitté son cabinet pour un plus progressiste. Elles se revirent. J'ai compris le prix de la sincérité, dit Camille. Sophie, et moi. Celui de la confiance. Elles décidèrent d'essayer à nouveau, mais avec prudence.
Pourtant, les ombres planaient. La famille de Camille tentait de la reconquérir, offrant de l'argent contre un retour à la normalité. Camille refusa. Mais la tentation était là. Lors d'une manifestation pour l'égalité, elles se tinrent la main publiquement pour la première fois. C'était libérateur, mais aussi terrifiant. Un photographe captura l'instant, et la photo fit le tour des réseaux. La mère de Camille appela, « Tu nous humilies ». Camille raccrocha. Forte. Mais le vrai test vint quand Alexandre, jaloux, révéla à la presse des détails intimes sur Camille, la dépeignant comme instable. Le scandale éclata. Camille perdit des clients. Sophie vit ses toiles boycottées par des galeries conservatrices. Acculées, elles durent choisir, se cacher ou affronter. Elles choisirent la seconde, tenant une conférence de presse. Notre amour n'est pas un scandale, déclara Sophie. Camille ajouta, j'ai menti par peur. Mais plus maintenant. Le soutien afflua de la communauté LGBT. Mais les blessures étaient profondes. Camille, hantée par la perte familiale, questionna, était-ce le bon choix? Sophie, l'amour vrai vaut tous les sacrifices. Pourtant, dans l'intimité, les doutes persistaient. Camille reçut une lettre de son père, « Reviens ?» On oublie tout. Elle la brûla. Mais les larmes coulèrent. Sophie, de son côté, luttait avec la paranoïa, et si tu regrettes? Leur relation, forgée dans le feu, était plus forte, mais marquée. Un soir, après une dispute sur l'avenir, Camille proposa, marions-nous. Prouvons-le au monde. Sophie hésita, est-ce pour nous ou pour réparer? Camille, pour nous. Elles se fiancèrent en secret, planifiant une cérémonie intime. Mais la veille, la mère de Camille débarqua, arrête cette folie. Camille, ferme, répondit, c'est ma vie. La mère partit en pleurs. Le mariage eut lieu dans un petit jardin parisien, entouré d'amis. C'était un triomphe, mais teinté d'amertume. Sophie murmura, j'ai cru en ta sincérité. Et j'estais sans savoir que j'étais juste un trophée pour l'orgueil de ta famille. Camille, choquée, non. Tu es tout pour moi. Mais était-ce vrai? Les mois suivants révélèrent des fissures. Camille, sous pression professionnelle, annula des voyages. Sophie, suspicieuse, fouilla à nouveau des emails de sa famille, offrant réconciliation si elle divorçait. La confrontation fut explosive. Tu négocies dans mon dos, hurla Sophie. Camille, non. Je refuse. Mais le doute était semé. Camille, déchirée, consulta un thérapeute. J'aime Sophie. Mais le rejet familial me tue. Le thérapeute, vous devez choisir votre vérité. Elle choisit Sophie, coupant tout contact avec sa famille. Mais le prix était élevé, dépression, isolement. Sophie, supportive, mais épuisée, se demanda si l'amour valait tant de souffrance. Lors d'une crise, Camille avoua, parfois. Je regrette. Sophie, brisée, alors va-t'en. Camille partit, laissant Sophie seule. Des semaines passèrent. Camille, chez une amie, réalisa son erreur.
Elle revint, je ne peux pas vivre sans toi. Sophie, prouve-le. Elles reconstruisirent, brique par brique. Camille milita plus fort, écrivit un livre sur son coming out. Sophie exposa des toiles inspirées de leur histoire. Mais la société persistait, lois discriminatoires, violence homophobe. Elles affrontèrent un agresseur dans la rue, renforçant leurs liens. Pourtant, le final twist, la mère de Camille, mourante, appela. Je t'accepte comme tu es. Camille alla. Sophie à ses côtés. À l'hôpital. Réconciliation partielle. J'avais tort, murmura la mère. Camille pleura, merci. De retour. Leur amour semblait solide. Mais Sophie questionna, et si elle n'était pas mourante? Aurais-tu tenu? La vie continua. Avec ses hauts et bas. Elles adoptèrent un chat. Symbole de leur foyer. Camille gravit les échelons dans un cabinet inclusif. Sophie vendit ses toiles internationalement. Pourtant, les cicatrices restaient. Lors d'un anniversaire, Sophie dit, j'ai payé cher ta sincérité. Camille, moi aussi. Leur histoire, un témoignage de résilience, inspirait d'autres. Mais au fond, une question planait, l'amour peut-il survivre à tant de trahison? Était-il juste de sacrifier sa famille pour un amour personnel? Ou la vraie moralité réside-t-elle dans l'authenticité à tout prix?